Mon frère, avide d'attention, a simulé un cancer. Je l'ai dénoncé publiquement, mais ma famille a quand même pris son parti. Alors, j'ai creusé plus profondément pour découvrir pourquoi il le défendait avec tant d'acharnement. Depuis que je suis petite, tout ce que je voulais, c'était être la meilleure amie de mon grand frère, Augustine. Je copiais tout ce qu'il faisait, des sports qu'il pratiquait aux jeux vidéo qu'il aimait. J'ai même commencé à m'habiller comme lui, suppliant ma mère de m'acheter les mêmes marques de baskets et de sweats à capuche. Mais au lieu de vouloir passer du temps avec moi, Austin a commencé à me traiter comme sa pire ennemie. Chaque fois qu'il rentrait avec un trophée de basket, de skate ou de n'importe quelle nouvelle activité que je venais de commencer aussi, il me traquait. Je parie que tu ne seras jamais aussi bonne que moi, perdante, criait-il, me brandissant le trophée sous le nez. Mais je n'étais jamais en colère ni jalouse. Je lui faisais juste un grand câlin en lui disant à quel point j'étais fière de lui. Cela ne faisait que le rendre plus furieux. Il me repoussait si fort que je trébuchais, tombant parfois par terre. Je n'ai pas abandonné mes tentatives d'être son amie jusqu'à mon 13e anniversaire, car c'est là que tout a changé. Mes parents m'ont offert un skate personnalisé avec un motif de dragon incroyable. Celui-là même qu'Austin voulait depuis 1 an. Dès que je l'ai déballé, j'ai couru vers sa chambre et j'ai frappé à la porte. Quand je lui ai montré, je lui ai demandé s'il voulait être le premier à l'essayer. Ouais, bien sûr, a-t-il dit avec un sourire étrange. Il a dit qu'il voulait le tester dans la rue devant la maison. Comme il avait 17 ans, j'ai pensé qu'il savait ce qu'il faisait. Mais au lieu de monter dessus, il a verrouillé son regard dans le mien, puis l'a jeté sur la route juste au moment où un camion de livraison passait à toute vitesse, le broyant en 100 morceaux. Mon cœur s'est brisé. À ce moment-là, j'ai eu l'impression de ne plus être une enfant. Je me suis promis de ne plus jamais lui parler de quoi que ce soit de positif dans ma vie. 2 ans plus tard, quand j'avais 15 ans, j'ai gagné le concours scientifique de l'État avec un robot que j'avais construit. Augustine n'était pas encore partie à l'université, il a donc entendu nos parents en parler au dîner. J'ai été choquée quand, au lieu de se mettre en colère, il a demandé s'il pouvait venir à la remise des prix. J'ai dit oui tout de suite, pensant que peut-être il voulait arranger les choses entre nous. Le jour de l'événement, le directeur était sur scène pour appeler les gagnants. Il est passé de la 3e à la 1re place, mais il n'a jamais prononcé mon nom. Juste avant qu'il ne puisse le dire, Austin s'est soudainement effondré, se tenant la poitrine et luttant pour respirer. Tout le monde s'est tourné vers notre famille, demandant s'il allait bien. Il est resté au sol jusqu'à ce qu'on entende les sirènes d'ambulance approcher. Puis il a bondi comme si de rien n'était. Oh, je vais bien, tout le monde, a-t-il crié. J'ai juste oublié de prendre mon petit déjeuner. Tout le monde était ravi qu'il aille bien, mais j'ai secoué la tête, sachant exactement ce qu'il venait de faire. Après cela, j'ai tout gardé secret, non seulement vis d'Augustine, mais aussi de mes parents et de toute ma famille. La vie est devenue très solitaire. C'était si dur de ne pas courir voir mes parents quand quelque chose de bien m'arrivait, mais je savais que je ne pouvais pas leur faire confiance pour ne pas lui dire. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai été admise au MIT pour l'ingénierie. Mes parents ont trouvé la lettre d'acceptation dans le courrier avant que je ne rentre. Quand j'ai passé la porte, ma mère a crié « Chérie, nous sommes si fiers de toi ». Ils ont tout de suite commencé à prendre des photos de moi tenant la lettre pour les poster sur leurs réseaux sociaux. Pour la première fois depuis des années, je les ai laissés se réjouir pour moi. Je me disais qu'Austin était parti dans sa propre université, qu'il ne pouvait rien faire pour gâcher ça. J'avais tort. Encore une fois, le lendemain matin, mes parents ont fait irruption dans ma chambre et ont commencé à jeter mes affaires dans des sacs poubelles. Ton frère vient de découvrir qu'il a un cancer du cerveau, a dit ma mère, la voix tremblante. Il a besoin d'une pièce pour tout le matériel médical et d'une autre pour se reposer. Mon père se tenait derrière elle, pleurant ouvertement. J'ai su tout de suite qu'il mentait, mais j'avais besoin de preuves. Augustine est rentrée cet après-midi-là avec un large sourire.
Il avait le crâne complètement rasé. C'était bizarre car j'avais vu une vidéo de lui jouant au basket avec ses amis la semaine précédente, et il avait encore tous ses cheveux, mais il est juste allé dans sa nouvelle chambre et s'est allongé, disant que le cancer le fatiguait. Ce soir-là, j'ai préparé ses pâtes préférées, essayant de le mettre en confiance pour qu'il croie que j'adhérais à son histoire. Après 2 semaines à dormir sur le canapé du salon, Augustine a décidé d'organiser une fête pour célébrer sa bravoure. Il a invité tout le monde, y compris une bande d'élèves de ma classe de terminale. C'était parfait. Au milieu de la fête, j'ai tapé sur ma canette de soda avec une cuillère pour attirer l'attention de tous. J'ai annoncé: Augustine devrait faire un discours. Nous sommes tous si fiers de toi. Il s'est immédiatement lancé. Je l'avais entendu s'entraîner dans le miroir de la salle de bain, au moins 10 fois. Il était au milieu de ses faux pleurs quand je me suis approchée, et je lui ai fait un câlin serré. Au moment de me retirer, j'ai saisi le bord du bonnet de chauve et je l'ai arraché de sa tête. Ses cheveux bruns sont tombés jusqu'à ses oreilles. Augustine a hurlé. Ma mère a laissé échapper un cri étouffé, comme si tout l'air avait été aspiré de ses poumons. Pendant que tout le monde restait là, sous le choc, j'ai allumé la grande télé et mis le volume à fond. J'ai diffusé une vidéo que j'avais secrètement enregistrée d'Augustine s'entraînant pour son discours sur le cancer devant le miroir quand il pensait qu'il n'y avait personne. Au lieu d'admettre enfin ce qu'il avait fait, il est sorti de la maison en trombe et est parti en voiture. Je suis montée dans ma chambre et j'ai laissé mes parents s'occuper de dire aux invités de partir. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec ma mère me giflant violemment au visage. « Comment as-tu pu humilier ton frère comme ça alors qu'il se bat contre le cancer ?» a-t-elle hurlé. Je l'ai juste regardé, totalement anesthésiée. Il nous a dit que c'était une perruque. Ma joue brûlait là où sa main avait frappé, mais ce qui faisait plus mal, c'était de réaliser que mes parents avaient choisi de croire aux mensonges d'Augustine malgré les preuves sous leurs yeux. J'ai touché mon visage, sentant la chaleur de la marque rouge. Augustine est apparue dans l'encadrement de la porte, s'appuyant contre le cadre avec le même sourire narquois qu'il avait quand il avait détruit mon skate 5 ans plus tôt. Il a croisé les bras, regardant maman continuer sa tirade sur la façon dont j'avais humilié un patient atteint de cancer. J'ai sorti mon téléphone pour leur montrer à nouveau la preuve vidéo, mais Augustine s'est avancé calmement. Il a parlé d'un ton mesuré, expliquant que filmer quelqu'un sans son consentement dans une résidence privée était illégal. Les termes juridiques techniques sortaient tout seuls. Atteinte à la vie privée, surveillance illégale, poursuite pénale potentielle. Mon estomac s'est noué en réalisant qu'il avait déjà consulté un avocat. Quand j'ai couru à mon placard pour récupérer le bonnet de chauve que j'avais gardé comme preuve, Austin a révélé qu'il avait lui aussi tout documenté. Il a montré à nos parents des vidéos sur son téléphone de ce qu'il appelait mon comportement agressif à la fête. Les images étaient réelles, mais montées pour supprimer le contexte, me montrant en train de l'attraper, mais pas le moment où je retirais le bonnet, montrant son visage choqué, mais pas la vidéo de répétition que j'avais diffusée. L'expression de papa a vacillé quand j'ai souligné que le calendrier de la vidéo de basket ne correspondait pas à son prétendu protocole de chimiothérapie. Un instant, j'ai cru l'avoir convaincu, mais Augustine a produit un dossier de documents médicaux, tous datés de plusieurs semaines avant la fête. Les en-têtes semblaient authentiques, les signatures convaincantes. Mes mains tremblaient en réalisant la profondeur de sa préparation. Je devais faire un choix. Appeler la police parce que maman m'avait frappée, ou essayer une dernière fois de les convaincre. Mais en regardant leur visage, la fureur de maman, les larmes de papa, la satisfaction d'Austin, j'ai su qu'ils étaient perdus pour moi. Je me suis tournée et j'ai commencé à jeter des vêtements dans mon sac à dos. Quand j'ai voulu prendre mon passeport dans le tiroir de mon bureau, mes doigts n'ont trouvé que du vide. Il était là hier. Mon téléphone a vibré. Les admissions du MIT. Mon cœur s'est emballé en lisant leurs messages, exprimant des inquiétudes sur les événements récents et demandant un contact immédiat concernant mon inscription. J'ai levé les yeux pour voir Augustine me regarder lire,
son sourire s'élargissant. Il m'a expliqué qu'il leur avait envoyé la vidéo de la fête, soigneusement montée pour me montrer en train de l'attaquer. Il leur avait écrit sur mon historique de tendances violentes et inclus des captures d'écran d'anciennes publications sur les réseaux sociaux sorties de leur contexte. Pendant qu'il parlait, maman a exigé que je lui remette mon téléphone et mon ordinateur, disant que j'avais perdu le privilège d'un accès Internet non surveillé. J'ai serré mon téléphone plus fort et j'ai reculé vers la fenêtre. L'écran montrait une autre notification. L'email du MIT était déjà marqué comme lu alors que je venais de l'ouvrir. Augustine avait accès à mes comptes. J'ai fourré le téléphone dans ma poche et j'ai poussé la fenêtre, sachant que j'avais besoin de mon acte de naissance et de ma carte de sécurité sociale dans le coffre-fort de mes parents avant de pouvoir vraiment partir, mais la combinaison avait été ma date d'anniversaire. Avait été. Il l'avait changée hier. Maman l'avait mentionné au dîner. Augustine a sorti d'autres papiers. Ceux-là avec les signatures de mes parents, des documents de procuration médicale, des formulaires de mandat de protection, tout le nommant comme mon décideur d'urgence, en raison de ce que les papiers appelaient ma crise de santé mentale. Mes parents acquiesçaient pendant qu'il expliquait que c'était pour mon propre bien. Mon téléphone a vibré à nouveau. Mara, ma meilleure amie depuis l'école primaire, sa mère, qui avait été ma prof préférée, posait des questions sur mon historique de mensonges. Les murs semblaient se refermer sur moi. J'avais besoin d'air. J'ai attrapé mon sac et je me suis dirigée vers la porte, mais Augustine a bloqué mon chemin. C'est là que j'ai repéré quelque chose dans le bac de recyclage à ses pieds. Une en-tête médicale dépassant des journaux. J'ai bondi pour l'attraper, réussissant à saisir les papiers avant qu'il ne puisse m'arrêter. De vrais documents médicaux, mais pas sur le cancer. Une lettre de son université datée du mois dernier. Renvoi académique pour notes insuffisantes. Fin de son programme de travail. Études. Tout était daté d'avant son prétendu diagnostic. J'ai tendu les papiers à mes parents, mais maman n'a même pas voulu regarder. Elle répétait que j'étais malade, que j'avais besoin d'aide. Papa a mis sa main sur mon épaule, pas pour me réconforter, mais pour me maintenir immobile. Augustine a suggéré qu'ils avaient trouvé un bel établissement spécialisé dans les problèmes de comportement des adolescents. Il avait déjà passé quelques appels, le mot établissement a fait couler de la glace dans mes veines. Je me suis dégagée de l'emprise de papa et j'ai couru vers les escaliers. Derrière moi, j'entendais Augustine leur dire calmement de ne pas me poursuivre, que je reviendrais quand je n'aurais nulle part d'autre où aller. La porte d'entrée a claqué derrière moi alors que je sprintais dans l'air du matin. La maison de ma grand-mère n'était qu'à 6 pâtés de maison. Elle avait toujours été la plus raisonnable. Mes jambes brûlaient alors que je courais. Le bonnet de chauve était toujours dans ma poche. La lettre de renvoi était froissée dans mon poing. J'avais la vidéo originale sur mon téléphone. Grand-mère me croirait. Sa porte n'était pas verrouillée. Je suis entrée en l'appelant, la trouvant dans la cuisine en train de préparer du thé, mais son visage, quand elle m'a vue, n'était ni soulagé ni inquiet. C'était de la déception. Elle avait déjà reçu un appel d'Augustine au sujet de ma dépression. Il l'avait prévenue que je pourrais arriver avec des histoires délirantes. Pendant que j'essayais d'expliquer, mon téléphone s'allumait de notification en notification. Augustine postait sur les réseaux sociaux, partageant de vieilles photos de quand j'avais 8 ans et que je faisais des crises parce que je perdais à des jeux de société. Des photos de quand j'avais 10 ans et que je pleurais parce qu'il avait caché mon projet scientifique. Chaque message parlait de mes problèmes de jalousie de longue date. J'ai essayé d'appeler les admissions du MIT pour expliquer, mais à mi-chemin, mon écran est devenu noir. Service déconnecté. Maman et papa avaient coupé mon forfait. L'ordinateur de grand-mère était sur la table. J'ai bondi dessus, mais elle l'a fermé doucement, suggérant que je prenne du temps pour me calmer. La marche vers la bibliothèque ressemblait à un convoi funéraire. Chaque voisin que je croisais semblait regarder son téléphone, voyant probablement les postes d'Augustine. À la bibliothèque, j'ai enfin pu accéder à un ordinateur. 23 nouveaux messages. La plupart venaient du MIT,
mais enfoui parmi eux, il y avait pire. Des documents que mes parents avaient remplis faisant d'Augustine mon contact d'urgence officiel au MIT. Les formulaires étaient datés d'il y a 2 semaines avant la fête. Mes amis ne répondaient pas aux messages. J'ai créé un faux compte pour envoyer un message à Sarah, l'ex-petite amie d'Augustine de l'année dernière. Elle avait rompu soudainement. Sa réponse est arrivée rapidement, mais pas vers moi. Elle a fait une capture d'écran de mon message et l'a posté publiquement, en taguant Augustine. Ton frère me harcèle maintenant. Ça devient effrayant. Augustine a partagé immédiatement, ajoutant qu'il craignait que je ne blesse quelqu'un. Au moment où j'ai remarqué que le blog d'information locale avait repris l'histoire, il était trop tard. Une étudiante du MIT harcèle son frère atteint de cancer, titrait le titre. La vidéo intégrée était celle de la fête, montée pour me montrer en train d'attaquer Augustine. Ma session à la bibliothèque a expiré. Quand j'ai essayé de me reconnecter, la bibliothécaire m'a informé que ma carte avait été suspendue en raison de préoccupations familiales. Je suis partie avant qu'elle n'appelle qui que ce soit. Je me suis retrouvée au parc où Augustine et moi jouions enfants. Mon téléphone, même sans service, se connectait encore au Wi-Fi public. Augustine était chez ma grand-mère maintenant, lui apportant des courses et pleurant sur le fait qu'il voulait juste que notre famille soit réunie. La photo montrait ma grand-mère le serrant dans ses bras, son visage tourné vers la caméra, avec un soupçon de sourire. Jake, un des amis d'Austin, était sur le terrain de basket. Je me suis approchée prudemment, enregistrant avec mon téléphone. Quand j'ai posé des questions sur le cancer, Jake a ri. Il a raconté comment Augustine avait plaisanté sur le fait de simuler une maladie pour éviter de dire à ses parents qu'il avait échoué à la fac. Je pensais avoir enfin une vraie preuve jusqu'à ce que le téléphone de Jake vibre. Son visage a changé. Augustine lui demandait si quelqu'un répandait des mensonges sur lui. Quelques minutes plus tard, mon propre téléphone vibrait avec un SMS d'un numéro inconnu. Augustine, la diffamation est un crime sérieux. Arrête maintenant. J'ai pris une décision. Ma famille était chez le conseiller. La maison serait vide. J'avais besoin de son ordinateur. C'était mal, mais je n'avais plus d'option. La clé de rechange était toujours sous le faux rocher. Entrer chez moi ressemblait à une violation de domicile. Je suis allée droit vers la chambre d'Augustine, anciennement la mienne. Son ordinateur était sur le bureau, protégé par un mot de passe. J'ai tapé mon numéro d'étudiante du MIT. L'écran s'est déverrouillé. Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Des dossiers remplis de captures d'écran de chaque réussite que j'avais publiée en ligne, des copies de mes dossiers d'inscription, des articles médicaux sur les troubles de la personnalité et un brouillon d'email au MIT, daté d'il y a 3 mois, jamais envoyé, soulignant des inquiétudes sur ma stabilité mentale. Il construisait ce dossier depuis avant même mon admission. J'ai ouvert un dossier étiqueté Phase 2. La porte d'entrée a claqué. Mon cœur s'est arrêté. Des pas dans les escaliers. J'ai fermé l'ordinateur et je l'ai glissé sous son lit, puis j'ai plongé dans son placard, juste au moment où il entrait. À travers les lattes, je l'ai regardé s'asseoir à son bureau. Mon propre téléphone a vibré dans ma poche. J'ai retenu ma respiration. Austin s'est levé et s'est dirigé vers le placard. Il a pris une veste, sa main à quelques centimètres de mon visage, puis l'a refermée. J'ai attendu d'entendre sa voiture partir pour sortir. L'ordinateur n'était plus sous le lit. Bien sûr, il savait que j'étais là. Mon téléphone affichait des dizaines de notifications. Austin avait posté une photo de mes chaussures visibles sous la porte du placard. Je viens de trouver ma sœur paranoïaque par effraction dans la maison familiale. J'ai peur pour ma sécurité. Mon job à temps partiel au magasin de bricolage était ma seule source de revenus. Le gérant m'a accueilli avec une expression inquiète. Mes parents avaient appelé, suspendu indéfiniment. Je me suis assise dans ma voiture sur le parking. $300. C'était tout ce qu'il me restait.
Cette nuit-là, j'ai dormi dans ma voiture derrière un centre commercial abandonné. Je suis allée au tribunal pour demander une ordonnance de protection, mais la greffière a froncé les sourcils. Augustine en avait déjà déposé une contre moi pour harcèlement. L'audience était fixée à la semaine suivante. Un email du MIT est arrivé, 72 heures pour répondre aux préoccupations comportementales sous peine de radiation. J'avais besoin d'une vraie preuve. Je me suis souvenu qu'Austin avait suivi une thérapie brièvement il y a 2 ans après une rupture. Le cabinet était en ville. Mais quand je suis arrivée, j'ai découvert Austin faisant du bénévolat à la réception. Il m'a regardée avec son sourire habituel, expliquant à sa collègue que j'étais sa sœur troublée, qui pourrait avoir des délires paranoïaques. La réceptionniste a tendu la main vers le téléphone pour appeler la sécurité. Je vivais dans ma voiture. Une nuit, grand-mère m'a trouvée sur le parking de l'église. Elle s'est assise sur le siège passager et a posé une question simple qui m'a anéantie. Et si tu te trompais sur tout? La façon dont elle l'a formulée, les mots exacts. Je savais qu'Augustine l'avait briefée, mais le doute dans ses yeux était réel. Pour la première fois, je me suis demandé si je perdais la tête. J'ai pénétré chez Sarah cette nuit-là. Je n'en suis pas fière. J'avais besoin des documents de garde qu'elle avait mentionnés pour prouver qu'elle mentait sur ma violence envers les enfants. Ses enfants dormaient. La plus jeune s'est réveillée et m'a vue à la fenêtre. La terreur dans ses yeux m'a fait réaliser ce que j'étais devenue. Sarah a posté l'effraction immédiatement. L'audience de compétence a été avancée de 48 heures. Ma tentative de prouver ma santé mentale s'était retournée contre moi de façon spectaculaire. J'ai trouvé la clé du box de stockage de tante Martha dans ma boîte à gants. Elle est morte l'année dernière dans des circonstances étranges, me laissant un petit héritage qui ne s'est jamais matérialisé. Augustine avait été son soignant pendant ces derniers mois. Dans un carton, j'ai trouvé son journal. Elle soupçonnait Augustine de la voler, mais elle mentionnait aussi mon comportement troublant quand je lui rendais visite. Les dossiers financiers prouvaient qu'Augustine avait volé son héritage. Mais utiliser cette preuve signifiait admettre l'effraction du box. La date limite du MIT est passée à midi pile. En raison de rapports concernant votre caractère, nous retirons notre offre d'admission. Mon rêve était mort. Augustine a envoyé un SMS immédiatement, proposant un programme de rétablissement qu'il superviserait. Le vrai combat commençait pour ma liberté. J'ai dormi dans le box de stockage. Parmi les cartons, j'ai trouvé des photos suggérant que la mort de tante Martha n'était pas naturelle. Des flacons de médicaments au nom d'Austin. J'ai entendu des pas. Le rideau de fer s'est levé. Austin était là, avec un garde de sécurité. Le garde m'a demandé de partir pendant qu'Austin ramassait les photos que j'avais trouvées, les glissant dans sa veste. J'ai fait une dernière tentative désespérée. J'ai confronté Augustine devant la maison de nos parents, menaçant d'exposer ce qu'il avait fait à tante Martha s'il ne confessait pas tout. Les mots sont sortis de travers, ressemblant à des menaces de mort. Je n'ai pas vu qu'il enregistrait jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il a fait écouter l'enregistrement à nos parents. Ils ont appelé la police pendant qu'Augustine restait derrière eux, ce sourire aux lèvres. Chaque action défensive était devenue une arme entre ses mains. L'audience de compétence a eu lieu le lendemain. Mon avocat commis d'office m'a suggéré d'accepter le plan de traitement. Augustine a témoigné en premier, se présentant comme le frère inquiet. Quand mon tour est venu, j'ai essayé de présenter mes preuves, mais le juge m'a arrêté. Les documents obtenus illégalement étaient irrecevables. Puis l'avocat d'Austin a diffusé l'enregistrement de ma menace. Ma propre voix, désespérée et instable, parlait de lui faire ce qu'il avait fait à tante Martha. Sans contexte, je passais pour une folle dangereuse. L'alarme incendie s'est déclenchée. Pendant l'évacuation, je me suis retrouvée poussée dans la cage d'escalier avec Augustine. Nous étions face à face. Sa poche de veste était ouverte, et j'ai vu quelque chose briller, son bracelet d'alerte médicale. Le même type que tante Martha portait. La même allergie qui l'avait tuée. Arachide. J'ai tendu la main vers lui. Il a attrapé mon poignet.
On est resté bloqué dans une lutte silencieuse. S'il le gardait, il restait à l'abri, mais je savais. Le bracelet est tombé au sol. Pour la première fois, j'ai vu de la peur dans ses yeux. Il savait que je pouvais le détruire. Nous avions atteint une destruction mutuelle assurée. Augustine a ramassé le bracelet. De retour dans la salle, son avocat a proposé une solution, un programme de dérivation pour mineurs scellés. Pas de charge criminelle si on acceptait une thérapie et une ordonnance de non-contact permanente. J'ai signé. Augustine a signé. Les parents étaient dans le couloir, brisés. Je me suis inscrite dans une université locale à 3 états de là. Le rêve du MIT était mort, mais j'étais libre. Mon dernier jour en ville, un colis est arrivé au motel. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, les morceaux de mon skate dragon brisé. Et en dessous, une lettre du MIT datée d'il y a 3 mois. Une lettre de refus. Je suis restée prostrée sur le lit. La lettre d'acceptation que mes parents avaient trouvée, elle était fausse. Augustine l'avait créée. Il l'avait plantée pour qu'il la trouve, sachant exactement comment je réagirais, comment il réagirait. L'admission au MIT n'avait jamais été réelle. Tout ce qui avait suivi le faux cancer, la destruction de ma vie, les batailles juridiques s'étaient construits sur un mensonge auquel j'avais cru parce que je le voulais trop. La partie la plus cruelle était que je ne pourrais jamais prouver cette ultime manipulation. La fausse lettre avait été détruite. Tout ce que j'avais, c'était le vrai refus, qui ressemblerait à une preuve de mes délires, si je le montrais. J'ai chargé les morceaux du skate et la lettre dans ma voiture, et je suis partie. 3 mois plus tard, j'étudiais à la bibliothèque quand mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu de ma ville natale. Je l'ai laissé passer en messagerie, puis je l'ai supprimé sans l'écouter. Certains jeux ne se gagnent qu'en refusant de jouer.